Bienvenue dans le podcast Femmes à Corps. Je suis Alix Deleur, ostéopathe psychocorporelle, et je voulais mettre en lumière, donner la parole aux femmes inspirantes, thérapeutes ou non, qui m'ont guidée et aidée dans mon parcours personnel et professionnel, et qui inspireront sûrement ceux qui les écoutent. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Gallo, docteure en neurosciences et thérapeute et formatrice en énergétique. Elle nous témoigne aujourd'hui de son parcours concernant la part d'ombre et comment la transformer en lumière. Qu'est-ce que la spiritualité peut nous apporter dans notre vie du quotidien, ainsi que son rapport au corps et comment comprendre son métabolisme et écouter ce dont notre corps a besoin. Bonjour Alexandra. Bonjour Alix. Je suis très contente de te recevoir dans mon podcast Femmes à Corps. Et on va commencer ce podcast et je vais te demander de te présenter comme tu le souhaites. Ok. Eh bien, Alexandra Gallo, donc docteure en neurosciences et réveilleuse de magie. Donc, rien que ça. Rien que ça, voilà. J'ai voulu combiner un peu, donc ça interpelle toujours quand je dis les deux en même temps. Mais ça a été ma force, en fait, de combiner le scientifique et le spirituel dans des domaines à la fois de neurosciences, santé naturelle, féminin sacré celtique et soins énergétiques. Et en fait, mon objectif dans mon entreprise, c'est que j'accompagne les femmes à retrouver justement un petit peu plus de confiance, d'autonomie et de pouvoir personnel pour développer et exprimer toutes les facettes de leur féminité. Waouh, super programme. Là, tu viens de décrire les problématiques auxquelles tu réponds et le nom de ton métier, si on peut en donner un. Réveilleuse de magie, du coup, c'est le meilleur que j'ai trouvé au travers des années. Ça fait 9 ans, bien au mois de mars, là, que j'arrive mon entreprise. Et au départ, je me décrivais avec tous mes différents diplômes, et là, c'était un CV sur la carte de visite. Donc, j'en ai marre, et j'essaie de trouver un terme qui résume un petit peu ce que je fais. Et du coup, réveilleuse de magie, donc d'inventer même un nom, puisque ça n'existe pas vraiment, réveilleuse, on va dire. Donc, j'étais contente de cette découverte. Et donc, tu m'as dit que tu avais plusieurs casquettes, tu avais fait plusieurs formations. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours ? Alors dans mon parcours, comme un peu tout le monde, je pense, quand on fait des reconversions comme ça, on a tous un parcours un peu atypique. Moi personnellement, ça a été j'ai fait un doctorat, donc très spécifiquement, je dis neurosciences parce que ça a raccourci, mais donc en sciences biomédicales ou puis en sciences psychiatriques, parce que maintenant je me rends compte que la neuroscience est souvent associée aux thérapies, PNL, EFT, etc. Donc doctorat purement scientifique, purement de recherche fondamentale, 13 années d'études, donc là après ils te foutent dehors, parce que tu ne peux plus rester à l'université au bout d'un moment. 13 ans post-bac, donc plus d'années d'études j'ai compté, plus d'années que qu'en pré-bac. Mais c'est comment ça se fait ? Impressionnant, parce qu'au Canada en fait le doctorat dure un minimum de 5 ans, au lieu de 3 pour la France. Donc déjà, ça rallonge. Et en plus, je me suis trouvée toujours au changement des programmes dans les années. Donc moi, j'étais anciennement sur le DUG, licence, maîtrise, DEA. Et en fait, quand je suis passée en master maintenant, du coup, c'était au ce moment-là du changement. Donc en fait, j'ai dû attendre 1 an pour me réinscrire dans la bonne section parce que ils n'avaient pas mis à jour les programmes et j'étais pas dans la bonne université pour le faire. Donc j'ai perdu 1 année comme ça avant d'être en master. Et après, j'ai perdu 1 année en thèse parce que j'étais avec un chef bien pervers narcissique. Donc, tout un plaisir. Donc, ça m'a fait recommencer, en fait, après 1 an, une autre thèse dans une autre université où là, j'étais à Montréal. Donc, tu as fait toutes tes études à Montréal ? Le doctorat, oui. Mon doctorat était à Montréal. Et pourquoi tu as décidé de partir là-bas ? Eh bien parce que j'avais une super chef en master en France qui m'avait dit quand on veut avoir un poste au CNRS, INSERM, dans les laboratoires de France, c'est toujours bien d'avoir une expérience à l'étranger. Elle venait justement de Californie, puisque gros centre de neurosciences en Californie. Mais la problématique était que je partais avec mon conjoint et nous n'étions pas mariés, donc c'était compliqué pour lui de travailler. Donc on s'est tourné vers le Canada. Et au départ, région anglophone, puisqu'on était en Ontario. Mais en fait, mes résultats d'anglais parlé à tout le moins n'étaient pas suffisants pour les universités américaines, anglophones au Canada. Donc du coup, je me suis inscrite à l'Université de Montréal. Et quand j'ai cherché à avoir une deuxième thèse, j'ai cherché dans les chercheurs de l'Université de Montréal. Et du coup, c'est eux qui m'ont pris. Donc je suis restée après au Québec. Que des enchaînements... Mais que des belles synchros. À ta place, finalement,
À Montréal, tu t'es sentie bien ? Extrêmement bien, j'avais un chef absolument formidable, le meilleur qu'on peut rêver d'avoir en thèse, parce que c'est très complexe en général, peu importe le domaine, hein, mais faire un doctorat, c'est ouvrir une voie. Ce qu'on sait moins, c'est surtout au niveau scientifique, c'est que les études négatives, par exemple, ne sont pas publiées. C'est-à-dire que quand on est au doctorat et qu'on cherche à être un peu le pionnier dans un domaine, ça se trouve, on va refaire une expérience qui a déjà été faite, qui a été négative, mais on ne le sait pas. Donc c'est souvent justement très laborieux quand on fait un doctorat pour ça. Et donc du coup, d'avoir un chef qui nous soutient et qui nous accompagne, c'est toujours précieux. C'est précieux partout, hein, mais là encore plus. Ok, oui, surtout dans les neurosciences où c'est quand même très pointilleux, de moi ce que j'en ai comme vision. C'est ça, ouais. Et pour revenir à ton métier d'aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qui te fait vibrer dans ton métier. Et en plus, je le dis à une personne qui fait de l'énergétique. Je viens de m'en rendre compte en posant la question. Ce qui me fait vibrer dans mon métier aujourd'hui, en fait, c'est vraiment en lien avec mon nom, donc de réveilleuse de magie. C'est-à-dire, j'ai vraiment à cœur de réveiller cette conception en fait qu'on a de la magie et de mettre justement un peu plus de magie dans sa vie. Donc, ça passe pour moi par s'ouvrir à une vision alternative des choses, s'ouvrir à une sensibilité différente, sans forcément tomber dans une spiritualité incroyable ou d'être extrêmement religieux. Pas du tout, on peut être, la preuve en est, très, très cartésien et s'ouvrir à une autre sensibilité. Donc, et qui nous permet aussi de retrouver un pouvoir. Pour moi, l'idée d'avoir à la fois des connaissances, les connaissances mènent à l'autonomie, et mène justement à ce côté un peu plus, on se sent un peu plus actrice de sa vie, plutôt que de se dire en mode Calimero, qu'est-ce que j'ai fait ? On travaille avec l'univers et pas à se demander pourquoi ça nous arrive, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a trop souvent, on dit j'ai pas le choix, ou je peux pas faire autrement, etc. etc. Alors si, il y a un choix qui nous plaît pas toujours, hein, bien sûr, les conséquences de chaque choix sont à sous-peser, mais c'est l'idée de se dire qu'on peut y faire quelque chose, il y a des techniques pour y faire quelque chose, il y a des apprentissages qu'on a oubliés, et c'est justement toute cette ignorance dans certains domaines qui fait qu'on a cette impression d'impuissance. Et tu parles de quel domaine du coup ? Alors pour moi, ça a été plusieurs domaines. Forcément, j'ai pas fait un cheminement dans la science, c'était pas pour répondre à la fameuse question « Pourquoi ?» Donc, j'avais besoin de comprendre comment les choses fonctionnaient, pourquoi elles fonctionnent comme ça, etc. Et donc, quand j'étais durant mon doctorat, surtout au Canada, je me suis découverte plein de médecines et de thérapies alternatives. Donc, je suis allée faire marque curieuse un petit peu. Je suis allée tester tout ça. Et je me suis rendu compte d'un monde extrêmement ouvert que ça donnait et des réponses supplémentaires à ce que la science pouvait apporter. Du coup... T'as testé quoi, du coup ? J'ai testé, au tout départ, j'ai commencé avec l'herboristerie, donc les plantes, les huiles essentielles, la fabrication. Donc la santé naturelle, en fait, comment on peut se soigner naturellement et comprendre, pareil, le mécanisme de la maladie, d'une manière plus empirique que scientifique purement. Je me suis après ouverte aux soins énergétiques, donc là qui du coup m'a donné encore d'autres outils. Et ensuite, tout ce pan sur la spiritualité, donc où j'ai renoué beaucoup avec les traditions celtiques, qui sont des traditions natives en fait du continent européen, même si on a un peu oublié, mais c'est ça. C'est toujours le côté aberrant, se reconnecter à ces traditions celtiques à 10 000 bornes de chez soi. C'est intéressant. Donc, mais francophone quand même. C'est ça, c'est francophone, mais le Québec, c'est moitié-moitié. Ils ont été envahis par les deux. Donc du coup, c'est vrai que c'était très rigolo après coup de se dire, ok, j'ai reconnecté avec mes traditions, mon héritage, on va dire, à 10 000 bornes de chez moi. Donc c'était le côté un petit peu fun. Et toi, tu viens d'où, du coup ? C'est quoi tes origines ? Alors moi, du coup, je suis française d'origine. Je suis née à Paris, mais j'ai vécu... voilà, c'est ça. Je le dis pas fort. Mais en fait, on est arrivé dans le sud de la France avec mes parents, j'avais 5 ans. Donc j'ai que connu le sud de la France. Donc ça va alors. Donc ça va, je suis admise, mais j'ai pas l'accent, c'est pour ça, donc ça me trahit un petit peu parfois. Oui, je te dis ça, mais c'est pareil pour moi, t'inquiète. Enfin, je suis pas née à Paris, oh là là, attention, mais... Ne dis pas dire ce que j'ai pas dit. Mais non, voilà, donc effectivement, cette vision de travailler avec son héritage de son propre pays, même si des cultures de spiritualité différentes sont très intéressantes. Mais là, on est dans un courant, on est de plus en plus locaux dans notre alimentation, dans notre consommation,
etc., bah, ça sera peut-être temps d'être local dans sa spiritualité aussi. Donc, du coup, de rappeler un peu ça et d'essayer de réparer tout ce que le côté catholique a fait, en fait, aux traditions païennes. Et qui, du coup, pour moi, voilà, toutes ces différentes connaissances-là, si on revient à la question de départ, Oui. si toutes ces différentes connaissances-là, donc comment on peut travailler sur sa santé, comment on peut être plus en mesure d'avoir les outils pour son bien-être et pour justement s'ouvrir à une autre forme de spiritualité, tout ça donne des réponses à comment les choses fonctionnent, plus que la science. Après, il y a une chose qui est vraie, et en fait, peut-être que c'est important qu'on retrouve nos racines européennes, parce qu'en fait, ça va plus nous parler, puisque c'est notre langage et la manière dont on a été élevé. Mais en vérité, je pense que tu penses la même chose que moi, mais toutes les spiritualités différentes et les religions, en fait, l'objectif est le même. C'est quand même l'amour universel, tu vois, aider son prochain. C'est juste qu'il n'y a pas les mêmes mots. Tu vois, on va parler de chakra, ou alors on va parler, je sais plus, d'autres mots pour décrire la même chose, en fait. Donc, mais je vois ce que tu veux dire, il faut qu'on retrouve les mots juste pour nous, parce qu'en fait, déjà, rien que la langue française aussi, peut-être, ou la langue européenne de base qui a uni toute l'Europe, quoi. Comme tu dis, c'est ça, c'est que le message est le même. Je me suis rendu compte aussi quand on fait des bilans de santé naturelle, que ce soit un bilan ayurvédique, un bilan de médecine chinoise, chacun va avoir ses termes. Mais à la fin, on va tous arriver au même résultat sur qui est cette personne-là, quelle est sa constitution. Donc, mais oui, de fait, je pense que pour beaucoup de personnes, ça devient important de retrouver justement ce côté racinaire, de se dire, voilà, c'est d'où est-ce que je viens moi. Alors, il y a des fois, oui, on peut avoir cet appel vers d'autres traditions parce que X et Y raison, mais de se dire, là, je suis sur un territoire, j'aime vivre sur ce territoire-là, est-ce que ça serait pas bien d'en apprendre ses traditions, sa culture originelle, plutôt que d'importer une culture qui, par moment, justement, on manque les mots, bien sûr, mais aussi pour avoir étudié, moi, donc l'Ayurveda et donc la médecine indienne, la cosmogonie hindouiste, faut se la taper quand même. Hein. C'est quoi ? C'est-à-dire dans toute la conception de l'existence du monde du point de vue hindouiste. Il faut se rappeler qu'il y a des milliers de dieux chez les hindous. D'accord. Parce que dépendamment les différentes régions d'Inde, c'est pas les mêmes dieux. Donc forcément, nous, Européens, quand on débaroule là-dedans, avec des noms souvent qui sont assez complexes, oui, c'est pas toujours évident de comprendre bien le concept fondamental, l'archétype, quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça vient nous apporter dans notre quotidien, en fait. Parce qu'encore une fois, moi, c'est un truc qui est important, c'est que moi, en tant que scientifique, oui, je suis allée vers le spirituel, je suis allée vers le subtil, mais le spirituel n'est pas une échappatoire. Le spirituel, c'est comment je peux avoir des clés supplémentaires à ma connaissance de la réalité, pour ramener ça dans la réalité et la transformer. Si je me sers du spirituel, pas juste que ça me fait du bien, et de fait c'est vrai, mais que j'en fais rien après, il manque quelque chose pour moi. Et du coup, dans tes recherches, je suppose que t'es allé voir d'abord pour toi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que t'es allé explorer un petit peu la santé naturelle. Et est-ce que du coup, ça a eu un impact sur ton rapport au corps ? Est-ce que tu peux raconter un petit peu déjà ton rapport au corps aujourd'hui ? Et le parcours par rapport à comment ça a évolué, voilà. Alors de fait, oui, de prendre cette conscience-là de sa santé naturelle, de connaître ses différentes prédominances, ça m'a donné effectivement une autre vision en fait de mon corps. C'est quoi une prédominance ? Une prédominance, c'est-à-dire que dans notre constitution, il y a des caractères en fait, des caractéristiques de notre être à tout niveau, au niveau physique, mental, émotionnel, dans nos choix alimentaires, nos choix de profession, qui vont être entre guillemets prédéterminés. C'est un petit peu comme si le code génétique s'exprimait sur un pic supplémentaire par rapport à toutes les autres compositions. Et donc si on parle donc en termes en Ayurveda ou en médecine chinoise, ou là comme moi je l'ai fait, donc en traduisant simplement avec les 4 éléments qu'on connaît en Europe, la terre, l'air, le feu et l'eau, on va dire une personne elle va avoir une prédominance de l'élément du feu dans sa constitution. Et ça va dire que elle a peut-être justement une peau assez bronzée, qu'elle est quelqu'un qui aime beaucoup manger épicé, très chaud, etc., qui peut manger tout et n'importe quoi sans que ça lui fasse grand-chose, etc., qui va avoir un corps relativement bien sculpté, bien musclé. Ça, c'est des caractéristiques qu'on va retrouver chez les personnes de feu. Et du coup, en apprenant ça, en apprenant à me lire, en fait, en apprenant cette constitution-là pour moi, ça permet aussi, je pense, plus pour les femmes peut-être que pour les hommes, parce qu'il y a ce stigma au niveau du féminin, du corps, et de « Ah, je suis pas aussi mince que, ah, je suis pas aussi ça, aussi ça, aussi ça ». Ça permet d'une réparation, j'ai trouvé, en fait, pour moi, qui suis justement une femme qui
latine, hein, donc qui a des hanches, qui a de la poitrine, etc., qui sort carrément du 34, hein, de très loin. Et du coup, ça a été une lutte, entre guillemets, pour moi, depuis toute petite, en fait, de toujours être plus ronde que mes copines. Et donc, là, en apprenant ça, je me dis, ah ok, donc oui, il faut faire bien évidemment attention par rapport à son métabolisme et manger aussi en conséquence de son métabolisme, mais aussi d'accepter que j'ai été conçue comme ça et c'est comme ça que mon poids, ce fameux poids de forme dont on parle, en fait, prend toute sa résonance quand on apprend cette constitution-là et on arrête de se battre contre une espèce d'idéal qui nous est envoyé par la mode, en fait, tout simplement. Mais y a plein de gens qui font des transformations physiques et qui sont très heureux du coup de, entre guillemets, résultat final, même si leur poids d'avant ils n'étaient pas en mauvaise santé, mais ils ont des corps complètement différents en une seule vie. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des caractéristiques qui restent là, ou comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça ? Alors oui, il va quand même rester des caractéristiques, puisque même si on fait des transformations physiques, on ne se base pas que sur le physique pour déterminer une constitution, puisqu'on inclut la partie émotionnelle, la partie psychologique. Donc, ça ne va pas changer drastiquement la constitution de fond, parce que y a des gens qui vont avoir des corps très différents. C'est pas parce qu'on est feu qu'on va forcément être taillé comme une déesse et avoir des muscles. Hein. On peut être feu et être un petit peu ronde. Enfin, voilà, c'est pas toujours, en fait, obligé d'avoir le stéréotype. Encore une fois, quand on parle des classification des éléments, on donne des stéréotypes pour pouvoir repérer, mais après voilà, ça se teinte de plein de choses. Il faut pas oublier que c'est une espèce de mosaïque en fait, et on dit il y a une prédominance, mais on est incapable de mettre un score en pourcentage par exemple. Et puis en plus on peut être plusieurs éléments. Oui. Typiquement, enfin moi quand on avait fait le bilan, j'étais air et feu avec une prédominance feu, je crois. Mais donc, tu vois, ce que tu décris là, c'est pas du tout mon corps, mais il y a des caractéristiques qui me parlent, effectivement. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Donc, ça va pas, effectivement, impacter, encore une fois, les choix qu'on va faire pour transformer son physique, ils émanent de plein de raisons différentes. Donc, qui peuvent venir de notre constitution première. Ouais, je vois. Ok. Voilà. Et donc, toi, ça t'a réparé avec l'image que t'avais de toi ? Du coup, elle était compliquée, ton image, avec toi ? Alors, elle a été compliquée juste personnellement, en fait, comme souvent, hein, je pense, parce que je n'ai jamais vécu de grosses humiliations, j'ai jamais été en obésité morbide ou quoi que ce soit. Mais voilà, et ça c'est le bon petit côté feu à moi, ce côté perfection. Je veux être parfaite, je veux être la number one, on va dire. Hein, c'est vraiment le côté très feu qui va être comme ça. Du coup, forcément, comme beaucoup de femmes, j'imagine, hein, moi j'ai plus de hanches, moi j'ai plus de ça, moi je suis pas assez si. Donc, ce côté perfectionnisme, en fait, était dedans. Et là, en fait, ça a permis, en apprenant tout ça et en régulant aussi ma manière, mon métabolisme, ma manière de manger aussi, de m'ouvrir à d'autres choses, de comprendre comment mon corps processe les aliments, tout simplement. Là aussi, ça change tout, parce que italienne d'origine, hein, donc moi, si tu me donnes des pâtes, je suis heureuse toute ma vie. Hein. Mais mon corps, visiblement, ne l'aime pas, n'est-ce pas ? Parce que du coup, voilà, il va pas autant le processer, l'éliminer que ça. Donc du coup, c'était d'apprendre en fait différentes choses et d'écouter en fait ce que mon corps aussi a besoin pour me sentir bien, mais de pas me dire que le fameux, en fait, le raccourci gros égale moche, voilà. Ou en mauvaise santé. Voilà, ou en mauvaise santé, ça, j'ai vraiment appris, en fait, à arrêter ce stigma-là. Parce que, de fait, il y a des personnes qui sont fortes, qui sont rondes, et qui sont pas en obésité morbide, etc., et qui sont très bien. Moi, j'ai jamais eu de problématique pour monter et faire des randos dans la montagne, enfin voilà. Donc, il y a plein de personnes comme ça, mais c'est leur constitution. Et pareil, au-delà de la santé naturelle, dans le travail énergétique, j'ai rencontré en fait une dame qui m'a formée et qui me disait, tu sais, les personnes qui font du soin énergétique, beaucoup, qui accompagnent les gens à travers ça, elles ont besoin d'avoir un corps qui encaisse ça. Donc c'est très difficile, c'est pas impossible bien évidemment, hein, mais c'est très difficile quand on est une femme qui est un peu plus fluette, un peu plus fragile au niveau du corps. Ça va demander beaucoup plus de ressources à une personne comme ça de faire du travail énergétique. Elle va devoir prendre plus de temps entre chaque pour se reposer, etc.
Alors qu'une personne justement qui a une constitution un peu plus terre-feu, on va dire, donc des personnes ancrée, plus ancrées, plus avec un corps un peu plus imposant, ce corps-là est plus capable aussi de canaliser une énergie plus importante et de résister sur le long terme. Donc une endurance en fait un peu plus importante qui facilite dans certains cas. Donc, et alors le corps fin peut avoir une autre visée dans l'énergétique que celle d'encaisser, mais plus peut-être de laisser passer ou de ce genre de choses, non ? C'est ça, exactement. Okay. Là, c'est pas vraiment l'idée d'encaisser, effectivement, c'est plus l'idée de quelles sont les ressources à ma disposition. Donc, forcément, un corps qui engrange en termes simplement alimentaires des ressources, du coup on a plein de ressources en fait à sa disposition et énergétiquement ça va être la même chose. Et le simple fait qu'elle m'ait dit ça, en fait pareil, c'est une espèce de guérison de se dire oui mais moi j'ai un corps comme ça parce que je suis appelée à aider beaucoup de personnes en fait avec ce corps, à donner de mon énergie à beaucoup de personnes. Donc là d'un coup pareil, ça apaise beaucoup je suis pas aussi mince que les mannequins, etc. Voilà. Qui la plupart d'ailleurs ont des troubles du comportement alimentaire et qui sont pas du tout en bonne santé. Après, pas toutes heureusement, mais... Et du coup, la question d'après, je trouvais assez cohérente. Le fait que ton corps soit ton outil de travail, comment tu le vis ? Comment est-ce que tu l'appréhendes ? Alors, pas toujours au mieux, parce que, cordonnier plus mal chaussé, j'ai envie de dire. C'est pour ça que tu viens chez les ostéos. Non, voilà, exactement aussi. Non, Mais on a besoin, en fait, c'est ça. C'est que on peut être un très, très bon conseiller pour les autres et être pas forcément au top du top pour soi et avoir besoin d'un regard extérieur qui va énormément aider. Donc, oui, moi, j'adore m'entourer d'ostéos. En plus, j'adore me faire papouiller aussi, donc c'est très bien. Parce que pour raconter un petit peu comment on s'est rencontrés, déjà, on a fait un accompagnement en business et développement personnel ensemble. Et de là, comme on n'habitait pas très loin, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis après, j'ai dit Alexandra, oui, il y a une patiente qui m'a dit que j'étais peut-être magnétiseuse, t'en penses quoi ? Et elle m'a dit, mais moi, je peux te former. Je t'ai dit, go alors. donc voilà, tu m'as formée en énergétique. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu racontes un petit peu après ta formation. Et donc après ça, après la formation, même pendant, t'es venue plusieurs fois faire des soins avec moi. Et donc, il y avait un échange qui était trop chouette parce que du coup, toi, tu me formais et en même temps, je te permettais aussi d'aller bien. Et puis, t'es pas allé voir que moi aussi. Enfin, tant mieux, du coup, c'est pluridisciplinaire, c'est trop chouette. Mais voilà, du coup, pour la petite histoire de notre collaboration à être des formées toutes les deux, puis une forme l'autre et puis l'autre soigne l'autre. Et en fait, moi, j'adore. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast parce que justement, j'avais besoin de faire parler, de faire parler les femmes qui m'ont inspirée, avec qui il y a eu des échanges comme ça, parce que je trouve que parfois on va chercher des vidéos des Américains, des grands coachs et tout, alors qu'en fait, autour de moi, j'ai des femmes extraordinaires qui m'ont apporté tellement de choses et j'ai pas eu besoin d'aller payer un coach aux États-Unis ou quoi que ce soit, quoi. Même si c'est toujours intéressant d'être curieux, mais voilà. Du coup, ton rapport au corps, ton outil de travail. Donc effectivement, je suis pas toujours la mieux qui va prendre aussi bien soin de moi que ce que je le conseille. Mais en tout cas, j'ai fait de plus en plus attention. C'est-à-dire que de fait, je vais pas être capable par exemple d'enchaîner des rendez-vous dans la journée entière. Moi, j'ai besoin de me focusser sur une personne à la fois et d'avoir ces temps justement de pause. Donc, de considérer, en fait, de faire des exercices, effectivement, physiques, donc à la fois pour le côté fun, déjà, parce que ça, on l'oublie souvent, mais on peut faire de physique fun. C'est quoi ton physique fun, alors ? Alors moi, du coup, merci le Covid, j'ai envie de dire, parce que j'ai trouvé plein des Anglaises ou des Américaines, vu que je suis bilingue, ça aide, pour pouvoir faire des trucs de fitness, mais qui sont basés sur des musiques sympathiques, en fait. Donc du coup, d'avoir, je sais pas, voilà, les oldies des années 90, les Backstreet Boys, etc. c'est fun. Donc ça, voilà, j'aime bien ce côté, ces petits exercices. Voilà, je vais me faire une petite session de 15-20 minutes le matin, voilà, un peu fun comme ça. Du fitness, du coup, voilà. Du fitness, voilà, fitness fun, on va dire ça comme ça.
Après, je vais avoir aussi des choses plus yoga, étirement, qui vont me faire du bien. Ou ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai partagé aussi, que tu as découvert aussi, l'étirement, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, des chakras. C'est-à-dire donc, de charger énergétiquement, de prendre conscience de ça. Et j'avais découvert ça, moi, via le yoga Kundalini, donc qui travaille beaucoup plus sur un travail sur les différents chakras, et donc de prendre conscience de ça, et de prendre conscience qu'on nettoie, charge le chakra le matin avant un soin, etc. Ça m'aide beaucoup également. Est-ce que ta routine, elle dépend de la journée que tu vas avoir, ou est-ce que c'est toujours la même et tu as besoin que ça soit carré Alors oui, parce que c'est ma constitution qui est comme ça. Je savais en te posant la question, je connaissais la réponse, mais on sait jamais. Oui, donc moi je suis pas forcément très à l'aise avec le changement, donc de fait oui, j'ai une routine bien carrée, ce qui n'empêche pas qu'il y a des jours où t'as pas envie, hein, au bout d'un moment faut s'écouter aussi, mais de base oui, c'est ça, je vais avoir mon petit moment le matin, mon super grand petit déj qui va durer une bonne heure, et puis ensuite voilà, je vais choisir, est-ce que je veux faire du fitness fun, est-ce que je veux faire du yoga, est-ce que je veux faire des exercices de musculation, je vais chercher un petit peu, mais ça va être un 20 minutes, 30 minutes, où je vais choisir qu'est-ce que là mon corps aujourd'hui a envie de faire. Et ensuite, un petit moment posage. Alors, pas forcément méditation, mais une petite relaxation, écoute, je dirais, intérieure, petit tirage de cartes, parce qu'on aime bien ça. Et hop, après, je vais enchaîner ma journée. Mais de base, oui, peu importe ma journée, sauf si j'ai des rendez-vous très tôt, ce que j'évite en général, mais si j'en ai des rendez-vous très tôt, où là, ça va être skippé et je vais faire ça plutôt le soir. Mais sinon, de base, oui, ma journée ne commence pas pour les autres avant 10h, quoi. Ok, mais en fait, tu poses juste tes limites et tu choisis que c'est comme ça que tu fonctionnes le mieux. Et il vaut mieux faire un soin où tu es en pleine présence que... Exactement. Et j'avais une question sur comment, au quotidien, est-ce que tu as déjà eu des moments où c'était trop pour ton corps d'aller soigner ? Et comment est-ce que tu as réussi à justement calmer ou alors t'apaiser ou alors... ne plus revivre ces moments où t'as vraiment tellement donné à l'autre que t'es fatiguée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà ? Alors ça m'est arrivé, pas très souvent, je dois avouer, mais ça m'est arrivé. Soit parce qu'il y a eu un dépassement de limite en fait par la personne où j'ai une nature un peu trop généreuse en général. Donc la séance de 2 heures qui se transforme en 4. Et pour en plus se faire dire à la fin que je suis beaucoup moins bonne que qui quoi qu'est-ce, donc comment perdre son temps. Mais après, en général, si déjà je le sens en amont, en fait, que mal de tête, migraine, ou vraiment une énergie assez basse, j'ai constaté en fait que quand je m'autorise à dire à la personne est-ce qu'on peut reporter le rendez-vous, que généralement ça arrange aussi la personne. Ah mais je l'ai vécu aussi, c'est un truc de fou. Je l'ai vécu il y a un mois, j'étais vraiment pas du tout en étape de faire... en fait c'était vraiment soin énergétique ce jour-là, pareil mal de tête, et je lui ai dit bon, aujourd'hui je le sens pas, et elle m'a dit ouais pareil, donc c'était parfait. C'est ça, et donc effectivement c'est ça qu'on se rend compte, cette intelligence un petit peu collective, hein, c'est que quand on s'écoute soi, en fait ça arrange aussi l'autre d'une manière ou d'une autre. Soit il se sent dans le même état que nous, soit il avait autre chose à faire, soit il a un rendez-vous qui s'est mis... Ou même parfois, j'ai pas eu le temps de le verbaliser, que la personne m'appelle, est-ce qu'on peut reporter ? Mais tellement. Mais oui. Mais après, sinon, dans les rares fois où ça arrive, où vraiment, là, ça a été trop coûtant, moi, ce qui va m'aider, en fait, à recharger beaucoup, là, le sommeil, on est d'accord, c'est la douche. Moi, j'ai besoin, en fait, notamment, ça m'est souvent arrivé quand je faisais des formations énergétiques, comme tu as fait avec moi, mais où j'avais un gros groupe, et où j'initiais 5-6 personnes dans la même journée. Et là, en fait, j'ai littéralement mon sommet de la tête, dans mon chakra coronal, qui bouillonne, mais un truc qu'il faut littéralement que je me verse de l'eau sur la tête. Ok. Je me rappelle une fois, j'étais invitée à dîner le soir après une formation sur toute une journée. J'ai demandé à mon ami, est-ce que tu peux me donner un sachet de glaçons, s'il te plaît ? donc effectivement, c'est pareil, encore une fois, on y revient toujours à cette constitution, et c'est pour ça que c'est très central. Moi, pour moi, c'est le point de départ dans n'importe quelle de mes propositions, parce que si tu sais pas comment tu fonctionnes, tu peux pas espérer savoir comment fonctionnent les autres. Et donc, en fait, en connectant à ça, j'ai une nature terre et feu.
Et ben du coup, voilà, quand je travaille trop avec mon feu, ben, il faut que je le calme. Quelle est la meilleure solution pour le calmer? De la glace. Le froid. Donc j'ai envie qu'on aborde le sujet du podcast d'aujourd'hui, qui est la part d'ombre. Déjà, est-ce que tu peux nous donner une définition ? Alors la part d'ombre, pour moi en tout cas, je ne sais pas si c'est une définition universelle, mais de la manière dont je le vois, c'est en fait cette partie de nous où on a un peu comme une boîte de Pandore. C'est la partie où on a mis un petit peu toutes nos blessures, nos traumatismes, les choses où on nous a dit c'est pas bien, ou t'as pas le droit de penser comme ça, ou c'est mal d'être comme ça, etc., etc. Donc tout ce que soit la société, l'éducation, les conventions, voilà, nous ont dit que c'était pas politiquement correct. Et également voilà tous les moments où ça a été too much pour nous, et donc on a enfermé ça dans une petite boîte, on va dire ça comme ça, et donc cette part de nous est mise bien au fond, mais elle est toujours là. Ok. Et donc comment est-ce que déjà toi tu l'as découverte, rencontrée, à quelle occasion ? Alors, encore une fois, je pense que c'est un cheminement que beaucoup vont se reconnaître dedans quand on travaille dans le développement personnel, la spiritualité. C'est l'étape obligée, j'ai envie de dire, ce que certains appellent la nuit noire de l'âme. Donc, à un moment donné où vraiment on descend dans le vortex au fond du fond du fond. Et en fait, pour moi, j'étais à Montréal, effectivement, donc en plein doctorat, à tester toutes mes petites nouvelles thérapies que j'apprenais pour moi-même au départ. Je n'avais pas encore la mission de vouloir le faire professionnellement. Et j'avais la chance d'avoir une boutique ésotérique à Montréal qui s'appelait Charme et Sortilège, et qui était une école aussi. Donc plein de petits cours de magie naturelle, etc. Et ça m'a donc ouvert à découvrir la tradition celtique, et donc on commençait à parler justement de cette fameuse part d'ombre. Et à un moment donné, en fait, j'ai fait différentes méditations, travail sur les vies antérieures, etc. Et je me suis retrouvée face à une part de moi, en fait. Alors, encore une fois, on croit ou on croit pas aux vies antérieures, et c'est pas vraiment le sujet, je dirais, mais la perception de ça, le ressenti de ça, c'est ça qui était important de savoir. Et en fait, qui me donnait une explication de pourquoi je me sentais toujours à devoir me faire pardonner de quelque chose. Pourquoi est-ce que je devais toujours faire 36 fois plus que tout le monde pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, pour ci, pour là. Et donc j'ai commencé à toucher du doigt en fait ces fameuses blessures d'âme, et à littéralement en fait voir une apparition, on va dire. Alors je suis pas clairvoyante du tout, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé, mais dans un demi-sommeil presque, alors est-ce que c'était du rêve ou pas, je ne sais pas, j'ai vu littéralement une espèce de femme en fait, tout de noir vêtue, qui était donc la divinité de Morrigan, une divinité celtique en fait, du travail de transformation, d'ombre et lumière, travail de guerrière, etc. Avec qui je travaillais, donc effectivement il n'y a pas non plus de surprise là. Mais littéralement je l'ai vue en fait faire le tour de mon lit, comme ça, très, très doucement, et à juste me dire « rappelle-toi ». Et donc c'est là que j'ai commencé à faire tout un travail un peu plus profondément sur cette part d'ombre, et à commencer à écouter simplement, en fait, si on résume ça de manière très pratico-pratique, le travail de la part d'ombre, c'est simplement écouter ses blessures et aller ouvrir la fucking boîte, justement. Et du coup, ces blessures, est-ce que tu peux en parler ? Alors, elles sont tellement nombreuses, ce sera dur de dire de choisir, mais du coup, voilà, si on revient sur cette blessure plus de culpabilité, en fait, de toujours devoir se faire pardonner, etc. Alors ça émane alors encore une fois, on y croit, on n'y croit pas à ces vies antérieures, mais voilà, ça émane d'une vision en fait que j'ai eue, où je me suis retrouvée à égorger en fait un homme. Alors voilà, je ne sais pas, qui donc dans ma vision en fait était probablement mon conjoint présent, mais dans une autre vie. Et en fait, j'étais forcée par un groupe, en fait, à le faire. Et du coup, je savais que c'était mal, je savais qu'il ne fallait pas, je savais que non, cet homme-là ne m'avait pas trahi. Mais j'étais poussée par ce groupe-là à le faire. Et au moment où je l'ai fait, dans la vision en fait, que j'ai eue, je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai fait, bien sûr.
Et j'ai commencé à tuer tous les gens autour de moi. Ah, super. Donc voilà, donc un peu sanglant, hein, n'ayez pas peur non plus, mais un peu sanglant. Et en fait, ça m'a mis en lumière, voilà, ce côté de où à chaque fois, voilà, je voulais faire absolument tout pour mon conjoint, pour qu'il se sente bien, etc. Alors qu'il m'a jamais rien demandé de tel, hein, bien sûr. On a une très belle relation, mais du coup, voilà, j'avais trouvé, entre guillemets, si je puis dire, une forme d'origine de il faut que je me rachète, entre guillemets, c'est un petit peu ça. Et idem, en fait, voilà, pour toutes ces autres personnes dans cette vision que j'aurais visiblement tuée de rage et de colère. Pareil, en fait, là, ça me donnait apprentissage de me dire j'ai été rétrogradée, entre guillemets, dans les capacités que je pouvais avoir. Et donc là, je suis sur un chemin où je dois tout réapprendre, mais réapprendre correctement, pour pas justement que des excès émotionnels entraînent des choses gravissimes comme ça. Donc cette perception-là a été connue comme ça. Et donc dans ta vie du quotidien, comment est-ce que tu as arrêté de donner trop, d'être dans l'amour avec condition? Comment est-ce que tu as réussi à apaiser ça? En fait, tout ce travail, encore une fois, sur cette vision-là, en fait, moi j'aime beaucoup utiliser le côté symbolique. Encore une fois, voilà, je dis on croit pas au vie antérieure, et c'est pas le sujet, comme je dis, parce que l'important c'est le message qui est là. Le message qui était là, c'était effectivement cette idée de toujours me sentir redevable, coupable, etc. Et donc au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à changer dans mon quotidien et à dire, voilà, est-ce que de me faire passer aussi, moi, en priorité. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas besoin de m'épuiser pour l'autre, surtout quand il te le demande pas, d'ailleurs, en plus, parce que mon conjoint était est toujours le premier à dire, mais tu veux pas t'arrêter 5 minutes, là, voilà. Donc, en plus, j'ai la chance, voilà, d'avoir une personne, mon entourage, qui n'est pas, justement, toxique et qui ne se sert pas de moi, ce qui aurait pu être le cas. Mais malgré tout, voilà, il y avait cette culpabilité-là. Et donc, petit à petit, j'ai commencé, en prenant conscience qu'il y avait une culpabilité, comment je peux me redonner cet amour à moi, de me dire que, voilà, c'est... Oui, peut-être, possiblement, j'ai fait ces choses-là, et on ne sait pas d'ailleurs. Et comment dans ton quotidien, du coup, en fait c'est juste en te répétant des phrases, en te disant non, ou du coup tu étais consciente et donc tu analysais mieux les situations et tu réagissais différemment? Oui, voilà, okay. C'est plus ça, c'est-à-dire que du coup, en considérant cet aspect-là, cette blessure elle existe, comment je peux la transformer dans mon quotidien? Et du coup, là si... Et comment tu t'es refait passer en premier du coup? Alors des choses toutes bêtes, et je pense qu'ils sont au fur et à mesure, un exemple tout bête, voilà, mon conjoint adore le sucré en général, et comme je suis une cuisinière, voilà, forcément, c'est de l'amour en sucre, comme j'appelle ça. Et donc du coup, ces fois où voilà, il y a plus de cookies à la maison, et il faut refaire des cookies. Voilà, donc, alors encore une fois, c'est pas lui qui le demande, mais c'est moi qui mets l'impératif. Mon Dieu, il n'y a plus de cookies, il va plus avoir de cookies, il faut que je fasse des cookies. Voilà, hein, c'est okay. C'est un petit peu psychorigide, on va dire, un petit peu. Et donc là, c'est le moment de dire, ok, est-ce que là, ça me fait vraiment plaisir de les faire ou est-ce que là, je suis trop fatiguée, ou j'ai besoin de faire autre chose, ou quoi que ce soit, voilà. Donc de plus me sentir dans l'obligation, voilà, et de revenir à ça, ok, là, j'ai appris avec cette mémoire-là que je faisais passer tout le monde avant moi. Maintenant, j'ai appris que en remplissant ma carafe d'eau d'abord, je pourrais mieux servir les autres après à boire. Et là, c'est ce que je fais. Donc, c'est juste, comme tu disais tout à l'heure, voilà, d'observer la situation et d'écouter vraiment à l'intérieur l'envie profonde. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et dans le ressenti du corps, qu'est-ce qui se passe quand en fait, comment tu sais dans ton corps que ça te fait vraiment plaisir ou que c'est une obligation? Alors, pour moi, ça passe beaucoup par le chakra sacré. Parce que très récemment, j'ai découvert le Human Design par une amie qui m'a fait mon design et m'a expliqué je suis générateur et le générateur a une autorité sacrale, donc ça fait simplement pour les générateurs ce côté, ces petits bruits, en fait voilà, c'est la réponse directe en fait, quand on te pose une question fermée, oui, non, tu as envie de faire ça, oui ou non, en fait. Ah, ok, ça vient ça vient vraiment d'un côté viscéral, on va dire. Okay. Où tu vas faire « Oh ouais, super, trop bien !» voilà. Et si c'est non, c'est tu vois, les petits sons un peu... tu vas le faire parce que t'es sympa, mais en fait, au fond du fond, ça te plaît pas. Alors que quand c'est un vrai oui, il y a une explosion de joie, en fait. D'accord, voilà. Ok. Et donc, quand il n'y a pas l'explosion, là, tu sais... En fait, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, quoi. Exactement. Ok, d'accord. En plus, le chakra
le chakra sacré, c'est celui qui aide à la vie, en fait. Enfin, c'est l'impulsion de vie. C'est la première, joie. Ouais. Et effectivement, donc oui, si t'es dans la survie, ça sera non, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que t'as un conseil à donner en plus de ce dont on a parlé là pour justement calmer la culpabilité de pas faire pour l'autre, ou même une personne qui t'a donné une phrase un peu choc, tu vois, qui te marque encore aujourd'hui? Justement, cette histoire de carafe m'avait marquée en fait. Tu peux pas servir à boire à quelqu'un si ta carafe est vide. Et ça a complètement guéri la croyance de ce qu'on appelle l'égoïsme. Hein. Je m'occupe pas des autres, il faut que je m'occupe des autres, etc., etc. Être égoïste, en fait, si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est pas du tout ne pas m'occuper des autres. C'est ne pas s'occuper des autres avant soi ou au détriment de soi. Et donc là, effectivement, quand on se sacrifie pour les autres, il faut se rappeler qu'il n'y a personne qui va se sacrifier pour toi. Parce que chacun est maître de ses besoins. Donc là, on est sur la pure CNV, la communication bienveillante, communication non violente, dépendamment le terme qu'on lui trouve maintenant. Ouais. Mais c'est exactement ça. Personne ne s'occupe de tes besoins à part toi. Et c'est le rôle de personne de s'en occuper d'ailleurs. On peut vouloir contribuer à s'occuper des besoins de quelqu'un, mais on n'est pas en charge de ça. Et donc, cette fameuse phrase de carafe d'eau était tellement parlante pour moi et tellement utilitariste, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, oui, t'as pas d'eau, tu peux pas servir à boire, c'est QFD. Donc, tu vas pas casser ta carafe pour que l'autre se sente mieux. Donc, au bout d'un moment, voilà. Et donc, c'est vrai que ça m'a permis justement de revenir à moi et de me dire, comment je peux optimiser au maximum mon énergie, mes ressources, etc. pour en avoir, mais genre en mode corne d'abondance pour les autres. Tu vois. Et surtout qu'en plus, ton métier passion, c'est une de tes passions, mais ça fait partie et tu as besoin de ça pour travailler en fait. Donc, c'est ça. Après, c'est même plus qu'un travail, c'est une transmission, j'ai l'impression. Pour moi, je vois pas ça comme un travail quand on me demande, tu penses à la retraite, mais jamais en fait. Parce que j'ai la chance d'avoir pu choisir un travail qui est, comme tu l'as dit, ma passion, c'est ma manière de vivre, même j'ai envie de dire. Donc je transmets cette manière de vivre-là et je me vois pas un jour arrêter. Alors bien sûr, oui, réduire son activité, etc. avec l'âge, bien évidemment. Mais je serai toujours une petite sorcière qui te fera tes potions magiques. Je serai toujours, voilà, c'est quelque chose qui va toujours m'animer parce que je le fais pour moi déjà. Donc de pouvoir le transmettre à d'autres personnes, c'est une joie en fait, donc pour moi. Et est-ce que il me semble que tu as une formation sur la part d'ombre ou un programme, ouais. Un programme, ouais. Révèle ta déesse intérieure, qui est justement un programme donc, basé sur les traditions celtiques, justement, et qui est donc à la fois un travail sur la part d'ombre, tout en ayant un travail sur ce fameux mode d'emploi du féminin. C'est-à-dire que de la même manière que sa constitution et des 4 éléments, et comprendre comment on fonctionne, il y a aussi cet apprentissage de comment une femme fonctionne, et c'est quoi être une femme, et c'est quoi les facettes d'une femme, et guérir encore une fois tous ces héritages qu'on a pu avoir sur le féminin. C'est typiquement le patriarcat et ce genre de choses-là. Exactement, okay. Mais pas que le patriarcat, c'est vrai que maintenant, même des femmes entre femmes, Mais... Enfin, pour moi, le patriarcat, ça peut être femme entre femmes. Oui, c'est l'influence. Voilà, c'est ça. C'est l'influence, effectivement, patriarcale qui fait que, on est moins, on est hystérique, ou ces fameuses phrases tellement sympathiques, elle est chiante, elle doit avoir ses règles, etc. Voilà. Ça m'énerve rien que de l'entendre. Exactement, voilà. Donc, en fait, et pourquoi ça nous énerve ? Parce qu'en fait, la personne qui va le dire ne comprend pas. Vraiment. N'a sûrement pas ses règles déjà ou ne sait pas si c'est un homme, ne sait pas ce que ça fait déjà. Oui. Et si c'est une femme, elle est juste c'est un peu l'hôpital qui se fout la charité, j'ai envie de dire. Ou elle est déconnectée, parce qu'il y a plein de femmes qui sont complètement déconnectées de leur cycle, et pas que de elles-mêmes, mais aussi parce que le corps médical prescrit des traitements qui font l'arrêt des règles, qui peuvent bloquer le cycle. Bon, après, s'il y a une grosse endométriose et que c'est compliqué, oui, encore une fois, il y a des raisons, bien sûr. Il y a des raisons, mais justement, ça peut les desservir à terme, quoi. Tout à fait. Et donc, en fait, ça, c'est un petit peu... j'ai voulu créer ce programme-là comme ça, donc, qui est... dans tous mes programmes, c'est toujours ça, c'est j'enlève ton ancien programme de croyance et on en remet tout de suite le nouveau pour pas que... c'est un peu du coaching en fait. C'est un peu du coaching, exactement. Donc c'est un mix de coaching, de soins énergétiques, et là on va plus loin puisque là on est dans des soins rituels. Donc c'est des séances qui sont plus longues.
et qui sont personnalisés à la personne. C'est comme si c'est un peu vivre son propre cercle de femmes toute seule, j'ai envie de Et dire. du coup, c'est des rituels celtiques. Oui, Ok. on est basé, donc j'utilise en fait la mythologie d'Avalon, donc l'île en fait de la tradition du roi Arthur, qui était une île de femmes, un sanctuaire du féminin, sanctuaire de guérison, sanctuaire d'apprentissage. Et en fait, si on prend la métaphore, encore une fois, la symbolique de cette île, c'était une île cachée dans la brume. Sur un plan énergétique, on ne sait pas si c'était vraiment une île qui était existante, si c'était un plan plus spirituel. Mais en tout cas, on arrivait au bord d'un lac. Donc un lac, ça représente, l'eau représente toutes nos émotions. Recouvert d'une brume. La brume, c'est tous nos schémas, nos blessures, nos croyances. Et on avait donc une prêtresse qui arrivait avec une barque pour nous emmener derrière la brume. Et elle ouvrait le voile de brume, donc elle nous aidait à voir mieux au travers de tous ces schémas de pensée, ces blessures et ces croyances. Et elle ouvrait le rideau pour découvrir l'île d'Avalon. Et c'est là en fait qu'on recevait à la fois la guérison et qu'on recevait aussi l'apprentissage de c'est quoi ma force, c'est quoi être une femme, c'est quoi être ma propre déesse intérieure. Et une fois qu'on avait reçu ça, on revenait pour ramener ça dans la réalité. Donc je me sers de ce fil conducteur-là. Tu travailles en symbolique en fait. C'est ça. Ouais. Parce que je me rends compte que la symbolique, l'imaginaire, et là on a vraiment le côté de la neuroscience qui revient. C'est-à-dire que moi je travaille sur du comportement en neurosciences. Donc, c'est-à-dire que je travaillais à comprendre le fonctionnement du cerveau et les comportements qui en découlaient. Action-réaction, pourquoi C'est ça. Okay. Et donc le truc classique que beaucoup de gens connaissent, le fameux réflexe de Pavlov, donc le fameux chien qui voit le super gros steak associé à une lampe rouge qui s'allume et au bout d'un moment seulement la lampe rouge s'allume et il salive d'avance. Ouais. Voilà, c'est du conditionnement classique. Et en fait, on peut se servir de ça à notre avantage, en fait. Donc, du conditionnement positif, justement, pour nous. Et je trouve, en fait, que d'aller dans l'imaginaire. L'imaginaire, en fait, le cerveau, et on s'en rend compte de plus en plus maintenant avec les lunettes de réalité virtuelle, le cerveau ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. Donc, moi, j'ai mis des lunettes virtuelles. C'était dans une vision des montagnes russes. Je ne bougeais pas de la chaise, c'était pas une chaise qui était animée, rien du tout. J'avais littéralement l'impression que mon estomac remontait à ma gorge comme en vrai. Donc c'est pour dire à la fois la puissance que le cerveau et l'image transmet. Donc en se servant de cet imaginaire-là, on fait vivre au corps et à l'âme tout entière des émotions, des ressentis particuliers que tu ramènes, que tu décryptes, c'est quoi les symboliques associées, et encore une fois, comment tu l'appliques, comment tu transformes ta vie. Donc c'est pour ça que j'aime en fait utiliser et ramener un petit peu plus cette culture du rituel qui nous met dans un état spécifique, qui nous permet de connecter à des choses plus profondes, plus subtiles. Un état méditatif de toute façon, même au niveau scientifique, c'est de plus en plus prouvé, on en avait discuté la dernière fois, que ça apportait de l'auto-guérison, enfin ça permettait au cerveau de s'auto-guérir. Et est-ce que tu connais le neurofeedback ? Alors oui, je connais le neurofeedback. Alors ça fait partie justement de cette école neurosciences des labos classiques. Et effectivement, c'est pareil, cette idée justement de travailler avec le cerveau envoie une information via des hormones. L'organe va répondre à ces hormones-là et l'organe va renvoyer au cerveau qu'il a bien reçu l'info, en fait. Et tu recrées un cercle vertueux. Exactement. Et donc, en fait, du coup, tu peux te servir de ça à un niveau plus subtil pour justement dire, voilà, l'information a été reçue et je la renvoie au cerveau et donc, du coup, je change les patterns de fonctionnement cérébraux. C'est trop intéressant parce que, en fait, j'ai interviewé une amie à moi qui est psychothérapeute et qui fait du neurofeedback. Et c'est excellent, je trouve que ça croise ton univers, en fait, alors qu'on est dans l'énergétique et qu'au priori, on pourrait se dire quel est le rapport. Et en fait, je trouve ça trop magique, c'est le cas de le dire. C'est ça qui a été très drôle, c'est que je ne me suis pas formée au coaching, je ne me suis pas formée à toutes ces nouvelles techniques, PNL, EFT, etc. Ça a été naturel via les différentes autres formations, les lectures que j'ai pu faire. Et en fait, du coup, j'imagine ma base simplement. Très en d'études. Voilà, c'est ça. Ma base justement scientifique qui m'a permis de comprendre à un côté très terre à terre le fonctionnement du cerveau. Et en plus, j'ai toujours adoré l'imaginaire. Donc là, c'était juste une porte ouverte parfaite pour moi, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, un conseil pour les personnes qui ont des difficultés avec justement leur part d'ombre, les choses qu'elles n'assument pas
Alors oui, conseil que je donne généralement parce que pour moi c'est à l'origine de tout le problème. Quand on dit part d'ombre, on pense mauvais, méchant, mal, faut surtout pas savoir, faut surtout pas voir, faut surtout pas qu'elle sorte. Et en fait, j'ai envie de corriger cette vision-là et de dire aux gens, votre part d'ombre, c'est une autre part de vous qui a été délaissée. Donc imaginez par exemple, une petite fille, un petit enfant, peu importe. Imaginez que cette part d'ombre, elle a une forme humaine, la vôtre peut-être, sous une autre forme. Et comment vous vous sentiriez, vous, si on vous avait enfermé injustement ? Probablement pas joasse. Donc là, c'est pareil pour elle, en fait. Maintenant, comme on l'a enfermée injustement, on l'a oubliée, on l'a maltraitée, etc., là, tout ce qu'elle a en besoin, c'est que vous descendiez. Donc, votre part lumineuse va descendre pour la voir, l'illuminer un peu plus, lui apporter cet amour et cette reconnaissance qu'elle a, parce que c'est simplement, comme tous les êtres humains, ce qu'elle a besoin. Et en faisant ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on va récupérer une part de nous, on devient complète et non plus juste une demi-part de soi. Et donc on récupère un pouvoir immense. C'est-à-dire quand on récupère l'énergie de la part d'ombre, on ne devient pas méchante. Quand on récupère l'énergie de la part d'ombre, on la fait travailler avec nous dans nos objectifs personnels. Alors si on a envie d'être méchante, on peut. Mais si on veut pas être méchante... Si on a besoin de faire ça sur la colère, effectivement, il faut que ça sorte. Si on a un objectif de vie qui est plus dans la lumière, justement, on peut dire, viens travailler avec moi, donne-moi ton énergie pour faire ce que j'ai envie de faire. Et surtout que quand on la guérit, en fait, je pense que ça donne une super puissance... dans l'action, dans la compréhension du monde aussi, et je pense aussi, tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais que du coup on va rencontrer des gens qui ont peut-être la même part d'ombre que nous, et on aura 15 minutes d'avance pour pouvoir leur dire non mais regarde, en fait cette part d'ombre, son côté positif c'est ça. Est-ce que t'as un exemple de ta part d'ombre à toi, qui est l'amour sous condition, il faut absolument que je donne plus à l'autre, cette part lumineuse là justement, l'autre facette? En quoi ça t'a donné une énergie supplémentaire ? En fait, justement, je pense que c'est la part de moi que j'ai pu voir dans cette fameuse vision très colérique, au final, très violente. C'est quoi le cadeau de la colère ou de la violence, en fait ? Généralement, je dis, il n'y a pas de cadeau là-dedans, c'est pas possible. Si. Le cadeau dans la colère et la violence, c'est simplement de découvrir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a dépassé vos limites. Et donc le cadeau, il est là. C'est un petit peu comme dans sa voiture, quand on a un voyant rouge qui s'allume. On n'est pas en colère contre la voiture, elle nous prévient qu'il y a un problème. Et là, notre part d'ombre, elle a le même rôle. Elle nous prévient qu'il y a un problème et elle va justement exploser de cette manière-là. Donc quand on comprend ça, on arrête d'exploser sur l'autre qui n'a rien fait, au final, parce qu'on sait que la colère nous appartient. Et on comprend, ok, ma chère part d'ombre, là, on a dépassé les bornes des limites, comme disait la publicité. C'était un avertissement. Et c'était un avertissement, donc, ok, j'ai entendu l'avertissement. Maintenant, je comprends que c'est cette limite-là qui a été dépassée, c'est ce besoin-là qui n'a pas été rempli, etc. Et je le remplis. Donc, du coup, ça nous permet de switcher et de descendre carrément sans justement avoir besoin d'exploser parce que ça devient une alliée, notre part d'ombre. Elle nous fournit une énergie qu'on ne peut pas avoir sans elle. Quand les gens me disent « Ah, mais la part lumineuse, elle est tellement puissante », non. La part lumineuse, elle est extrêmement passive. Une part lumineuse, ça rayonne, ça offre de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est tout ce qu'on veut. Mais toutes les qualités de résilience, de force, de puissance, elles viennent de la part d'ombre. La part lumineuse, elle n'a pas tout ça, en fait. En plus, il y a une phrase connue qui dit que les thérapeutes, c'est ceux qui ont en général le plus souffert. Exactement. Ou les artistes aussi, pour pouvoir justement exprimer ces parts d'ombre... Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, le conseil, c'est ça, c'est vraiment voir sa part d'ombre, non pas comme une ennemie, mais comme la part qui nous manque, pour être complète. Pour avancer, ouais. C'est ça. Et bien sur ces belles paroles, nous allons terminer ce podcast. Merci à toi d'avoir participé et pour tes éclaircissements sur le rapport au corps, sur la part d'ombre, sur tes conseils. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Alix. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, AlixBodyandMind.